Bonjour, ici Stevie Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct du Rouge Steakhouse événement de Repentigny. Nous sommes ici au 364 Notre-Dame et c'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur Quai Marina Flashback. Deux invités pour vous aujourd'hui qui vont assurément vous inspirer. Concernant notre deuxième invitée, elle est la chroniqueuse littéraire attitrée de l'émission et spécialisée en croissance personnelle, passionnée de lettres, elle-même auteure du bouquin « Allez, ose » suite à son vécu qui l'a amenée vers l'écriture, faisant partie des gens qui veulent retransmettre certaines notions. Elle viendra aujourd'hui nous présenter son analyse d'un livre connu de son choix en la matière, soit Les 5 blessures de Lise Bourbeau. Et pour cet exercice qui sera assurément intéressant, pour sûr donc, nous recevrons une jeune femme inspirée, Mélanie Ruel. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité, comme l'expression consacrée le dit, son parcours autant personnel que professionnel est atypique et inspirant. Toutefois, le tout n'a pas toujours été linéaire ou facile, ce qui explique son côté spirituel et véritable. Pour les moins jeunes, vous reconnaîtrez cet artiste dans l'âme, lui qui notamment fut animateur à Musique Plus. Donc, pour nous partager sa philosophie de vie, ses expériences de travail et encore plus, avec nous, une voix dorénavant reconnue grâce au doublage de films, entre autres, un homme à la pensée et au verbe fin, Paul Sarrazin. Bonjour Paul. Bonjour Stevie. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup de m'inviter. J'avais hâte de te rencontrer, de te questionner. Je t'ai présenté comme spirituel suite à nos conversations et ton vécu. C'est ce que je pense. Donc, ma première question, est-ce que la sagesse vient avec l'âge ou avec la souffrance? Une bonne question. Je dirais que ça vient un peu avec les deux. Par contre, je dirais pas que j'ai de la sagesse. Je dirais que j'ai peut-être... T'es pas sage? Plus équilibré que plus jeune. J'ai plus d'équilibre. J'ai plus de... Ah, j'aime ta réponse. Je sais maintenant, à 60 ans, que j'en sais beaucoup moins que je pensais à 20 ans. Donc, je sais que je sais peu de choses. Je sais... c'est comme Jean Gabin. Jean Gabin. Jean Gabin, hein? Je sais qu'on ne sait jamais. C'est ce qu'il disait. Puis la vie est imprévisible. Et donc, j'apprends, je pense, je suis dans un apprentissage comme bien des gens en ce moment, parce qu'on a changé de dimension planétaire beaucoup. C'est pas la même vibration qu'il y a 20 ans, ça. Pas du tout. Pas depuis 2 ans, c'est complètement transformé. Mais je vais te faire un compliment d'entrée de jeu, tu fais pas 60 ans. Je te remercie. Je t'aurais donné 59. Ça, c'est plus jeune. Pour moi, j'aime l'âge que j'ai. Donc, la sagesse ne vient pas nécessairement en vieillissant. Non, la sagesse, c'est pour moi quelque chose de contextuel. Je vais avoir plus d'expérience dans mon atelier par rapport à certains matériaux que par rapport à ma vie dans certains contextes. Oui. Donc, les moments difficiles ne sont pas réservés qu'à un moment de la vie, ils peuvent arriver à tout moment. Donc, j'essaie de m'adapter à l'imprévisible. On ne va pas nécessairement parler seulement du passé, on va parler du présent, puisque maintenant tu fais dans le doublage de films. Est-ce que maintenant on te reconnaît simplement par ta voix? Est-ce que ça arrive, ça? Ça m'arrive souvent. Ça m'intrigue de voir ta réponse, parce que quand je préparais l'interview, je me disais, est-ce qu'on le reconnaît simplement par sa voix? Ça m'arrive souvent, des fois je vais être au marché, dans une ligne, puis je vais parler à ma conjointe ou au téléphone, puis la personne va se retourner comme ça. Puis ça m'arrive vraiment souvent que les gens se tournent quand je viens de parler. C'est surprenant. Donc, le doublage, c'est une profession qui en intrigue plusieurs. Est-ce qu'on doit être un peu acteur, veux pas? Parce que là, tu es dans l'émotion. C'est du jeu. C'est définitivement du jeu. Moi, je suis entré par la porte d'en arrière. Il y en a qui ont le talent d'acteur né. Moi, j'ai dû le développer. Mais c'est vraiment le meilleur exemple ou la meilleure comparaison que je pourrais dire, Stevie, c'est comme tu deviens l'âme de l'acteur dont tu vas incarner la voix. C'est pas seulement le fait d'avoir une belle voix qui fait de toi quelqu'un qui travaille en doublage. Là. En fait, en doublage, il n'y a pas de mot qui dit belle voix, pas belle voix. C'est autant de voix que d'être humain. Autant d'être humain que de voix. Et donc, toutes les voix sont bonnes.
C'est quoi le plus difficile comme scène à interpréter, exemple, parce que là, il faut que tu puisses rire sur commande ou même pleurer. C'est quoi qui est le plus difficile en général ou pour toi? Ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est d'avoir, comme dirait Danielle Fichot, la grande professeure de théâtre, un annuaire émotionnel très clair, très maîtrisé. Donc, qu'on va être capable de dire qu'est-ce que représente la joie, ou qu'est-ce que la joie avec la timidité, ou qu'est-ce que la timidité avec la honte, ou qu'est-ce que la colère avec la timidité. Bon. Alors, quand on interprète bien, parce que c'est souvent plusieurs couches qui caractérisent les mouvements de la vie en même temps. Quelqu'un peut être en colère, ou éprouver de la tristesse, mais aussi avec de la joie. Donc, c'est d'avoir une bonne maîtrise de son annuaire émotif. As-tu des trucs pour avoir une meilleure voix? Par exemple, certains font des vocalises avant de chanter. Est-ce que toi, tu as des trucs personnels, que ça pourrait être le miel ou te réchauffer? Qu'est-ce que tu fais? J'aime beaucoup miel et citron, mais moi, c'est plus la diction sur laquelle je me penche. Donc, avant chaque session, je fais toutes les lettres de l'alphabet. Moi, ce que je fais, c'est pas compliqué. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 avant d'entrer en ondes à la radio, quoi que ce soit. Pour moi, ça fonctionne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis pas aussi bon que toi pour faire blablabla. Est-ce que faire du doublage, ça te rend parfois encore après tant d'années, là, ça fait quoi, une vingtaine d'années que tu fais ça? Ça fait 25 ans, là. Wow! Est-ce que tu as encore une certaine adrénaline d'avant-match? C'est différent. Je sais que j'ai plus d'outils dans mon sac. Je sais que j'ai le potentiel fondamental et l'expérience pour exécuter le travail. Des fois, On se reprend. On se reprend. Et je pense que peut-être l'un des ingrédients miracles dans le doublage, c'est de rester très humble, très simple et très ouvert. OK. Comme tu es. Ben, en tout cas, dans la vie de tous les jours. J'essaie de... Est-ce qu'on est type-casté en doublage comme au cinéma? Oui, un peu. Moi, j'ai fait beaucoup d'ambiance. Les gars de mon âge étaient rentrés dans le métier depuis déjà 10-15 ans. Oui. Quand moi, je suis arrivé vers l'âge de 30 ans, 35 ans. Donc, j'ai fait beaucoup d'ambiance, donc de background. Oui. J'ai fait des petits rôles beaucoup. Puis depuis quelques années, je fais des choses de plus en plus intéressantes, de plus en plus substantielles. Et les acteurs que tu as campés, les plus notables seraient tes meilleures prises? Bien, celui que je nomme toujours, c'est Tom Hardy. Les autres, je m'en souviens pas. OK. Il y en a trop? Ben, ou c'est l'âge? Plusieurs, ça doit être un peu des deux. Parce que, tu sais, des fois, tu fais des petits rôles, oui. Des rôles médicaux. Tu en fais tellement que... À un moment donné, tu sais pas. Mais je sais que Tom Hardy, lui, s'il y a une production qui se double ici, ça va être moi qui va être appelé à le faire. Puis j'aime beaucoup cet acteur-là qui est très sincère, qui est très sauvage à la limite. Est-ce qu'on devient pointilleux sur la langue, disons, dans la vie de tous les jours à cause de ça? C'est intéressant que tu dises ça. Moi, je suis jamais pointilleux sur la langue de l'autre. Mais avec les lectures, les milliers de lectures que j'ai faites, je suis capable d'entendre le français comme j'entends chez toi un excellent français, très développé, très juste. Moi, je pense que, puis corrige-moi si je me trompe, mais je pense que plus le vocabulaire est large, plus on est à même d'exprimer je suis d'accord avec toi. Un sentiment. Spécialement avec la langue française. Oui. Mais ça, il faut avoir lu pour ça, parce que le drame des gens qui ont peu lu, et tu vas, disons, texter, échanger avec quelqu'un qui a 40 ans et qui fait des fautes de français épouvantables, ce ne sont pas les fautes. Le pire, c'est que tu dis que cette personne-là n'a pas lu. Et si tu n'as pas lu, tu n'es pas exposé à toutes sortes de philosophies. Et je pense que, comme tu le dis si bien, la langue, c'est quelque chose qui est très important pour bien s'exprimer. Pour ceux qui veulent adhérer à cette profession, quelles études, quel chemin on doit parcourir pour arriver à ça? C'est un chemin qui est très atypique et qui, je dois le dire, est pas facile. Il y a maintenant, là, en 2023, quand des gens regarderont ça en 2043, ils vont dire qu'on a fait ça en 2023. Pendant qu'ils font leur arbre généalogique. Voilà. C'est qu'il y a des cours de doublage qui se donnent par des professeurs au conservatoire de théâtre. Il y en a aussi des cours privés. À partir de là, il y a des démos qui vont se faire, que des directeurs, directrices de plateau vont entendre. Et là, si tu te démarques,
Selon les besoins. Voilà. OK. Mais il n'y a pas un agent qui représente un seul acteur dans le doublage. Tu ne peux pas dire à un agent « appelle les directeurs ». Il faut toujours que ce soit non. C'est l'acteur direct avec les directeurs de plateau. On va maintenant parler de ton parcours. Comme tu viens de dire, utiliser le qualificatif atypique. Je pense que ça résume ton parcours. Tu as été boudé, comme tu le dis si bien, par les grandes études. Tu as fait lettres au cégep à Jonquière. Et c'est un concours de circonstances, un rêve réalisé. Tu as quand même connu un essai infructueux dans une radio régionale où on t'a dit « c'est pas fait pour toi ». Oui. Et tu as persévéré, toi qui es animateur dans l'âme. Tu viens de la ville d'Arvida, justement à Jonquière, tout comme Raphaël Harvey-Pinard pour les amateurs de hockey. Tout à fait. Qui va se tailler un poste cette année de façon régulière. Et à 23 ans, toi qui n'étais pas nécessairement destiné à une carrière à Musique Plus, ben, tu étais DJ animateur et suite à un concert que tu as animé de Honeymoon Suite, un de mes groupes favoris de tous les temps, on t'a approché, puisque comme tu m'as dit, à Musique Plus, on cherchait quelqu'un de pas connu. Oui, alors moi j'avais 23 ans à l'époque. Musique Plus était en ondes depuis 4 mois seulement. Et une des animatrices était Catherine Vachon, qui a animé beaucoup à la radio, par la suite et tout ça à la télévision, TVA. Oui, je me rappelle. Mais elle s'est rendue compte que le rythme de vie ne fonctionnait pas pour elle, c'est-à-dire qu'à l'époque, on devait partir de Montréal du lundi au mercredi dans un VJ, l'autre VJ du mercredi au vendredi et tout ça. Donc moi, je partais à Toronto toutes les semaines pendant presque 2 ans. Donc elle, sa vie ne correspondait pas avec ce choix-là. Et donc, la journée avant que moi, je rencontre Musique Plus, Catherine avait démissionné. Et donc, ils étaient à la recherche de quelqu'un d'abord d'inconnu au niveau national. Et parce que ça coûte moins cher? Non, parce qu'ils voulaient une nouvelle image, parce qu'ils ne voulaient pas répliquer ce qui était déjà là. Parce que ça coûte moins cher aussi, sans doute, parce que je faisais 20 000 $ par année. Donc, en tant qu'animateur d'un réseau national, c'est pas beaucoup. Ouais. J'avais pas le droit de faire de la publicité non plus. Mais c'est quand même de l'argent d'il y a 30 ans. Ça ne représente pas la même somme qu'aujourd'hui. À 20 000 aujourd'hui, on ne mange même pas. Oui, non, c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, j'ai présenté le spectacle dans Honeymoon Suite. Les gens de Musique Plus étaient en tournée avec le groupe. Ils m'ont fait faire un vox pop à l'arrière de la scène. J'ai fait un vox pop, il a pris mon numéro, puis ils m'ont rappelé 3 semaines plus tard. Et puis, suite à ça, ben, j'ai commencé le 14 janvier 87. Et donc, ça... Tu étais un jeune rebelle entouré d'intellectuels à un certain moment donné, et c'est la façon que tu te qualifiais, que tu m'as dit. Donc, à Musique Plus pour 7 années, mais vers la fin, tu ne cadrais plus. C'est ce que tu m'as confié. Tu faisais des choses peut-être pas nécessairement pour les bonnes raisons. Tu avais fait le tour de la question et tu n'étais pas prêt pour ton congédiement en 1994, qui t'a emmené un peu vers une descente aux enfers, un requestionnement complet auquel tu ne trouvais pas de réponse pendant quelques années, une dépression, la honte, la solitude, la pauvreté. Et je pense que ta spiritualité vient beaucoup de cette période-là. Tu nous dis quoi en résumé de ce que tu as vécu suite à ce congédiement un peu injuste? Je dirais que... Et surtout soudain. Ben, de façon assez simple, je dirais que on n'est pas ce qu'on fait. Mais quand on est connu, quand on nous adule, quand on nous rappelle à tous les jours son nom dans un dépanneur ou d'un taxi ou tout ça, il y a une intoxication qui se produit. Moi, je ne suis pas devenu vaniteux parce que je trouve que... C'est pas dans ta nature. C'est pas dans ma nature. Mais j'étais sur une plateforme très, très, très connue. Et donc, du jour au lendemain, j'avais plus cette plateforme-là. Et pour moi, Paul Sarrazin n'était plus rien sans Musique Plus. Tu n'étais pas prêt à ça. C'est ça. Alors, ça m'a aidé à comprendre qu'on n'est pas ce qu'on fait. Et ça, c'est ça que j'ai retiré de tout ça. Es-tu resté longtemps dans l'amertume? Non. Pas à ce niveau-là? Non, C'était plus un questionnement. Oui, j'ai eu, je dirais, Stevie, un bon 4-5 ans de grande confusion. Est-ce qu'on peut parler d'une douche d'eau froide? Je dirais plutôt de glace sèche. OK. Qui est beaucoup plus froid qu'une douche d'eau froide. Ça brûle. Ça brûle. Donc, tout est remis en question. Quand on est connu, vraiment beaucoup, puis à un moment donné, il y a des gens qui sont là pour des raisons que tu ignores. Quand c'est plus là, ils sont plus là. En fait, très, très peu de gens m'ont appelé. Je vais reprendre ton expression.
qui résume, je pense, ce que tu nous exprimes. C'est demander l'approbation, on s'en va dans le mur de briques. Oui. Parce que c'est un peu ça, être animateur. C'est sûr que tu es connu, c'est bien plaisant, plus pour certains que d'autres. Il y en a qui font de l'animation, moi je dirais comme moi, du journalisme sérieux, on veut transmettre des notions, mais il y en a, c'est parce qu'ils veulent avoir leur face dans la télé, et là ils cherchent l'approbation, et c'est à ce moment que ça se complique. Ben, tu sais, quand des gens nous regardent, mettons que quelqu'un me regarde à la télé, là, ben c'est sa vie qui compte, c'est pas la mienne. C'est-à-dire que la personne va me regarder à la télé, mais après, elle va aller faire sa vie, puis jouer avec son monde, puis affronter ses peurs, puis affronter son destin, puis son métier, puis toute sa vie, en fait. Donc, il faut relativiser l'importance qu'on a comme personne publique, puis c'est très relatif comme importance. Puis moi, à cette heure, une personne sera toujours beaucoup plus importante que quelques succès que ce soit. Et c'est là que ça a comme débloqué, tu as débloqué par toi-même en trouvant tes réponses. Et je pense que TQS est apparu pour un autre chemin qui t'amène vers une passion, soit le doublage, les voix. Tu as repris tes études, je crois, à ce moment-là. J'ai étudié en théâtre un peu. J'ai étudié en théâtre, mais en privé, puis j'ai étudié aussi en doublage. Puis ça a été des études très focusées, très précises, qui m'ont amené à travailler dans ça. Suite à une certaine conscientisation du non-sens de la gloire, pour reprendre tes dires en pré-entrevue. En fait, ça n'a aucun sens profond, la gloire. C'est un statut temporaire, très éphémère. C'est une étiquette. C'est une étiquette, puis ça veut à peu près rien dire, parce que l'individu, la personne sera toujours une personne qui, au quotidien, dans sa vie privée, sera une personne, ni plus ni moins. Ils vont aux toilettes comme toi, là. On est une personne, puis il n'y a pas à s'en sortir. Donc, ça fausse un peu, je dirais, l'authenticité des relations à certains égards. C'est tellement vrai. Est-ce que le verbe vieillir est tabou pour toi? J'aimerais connaître ton secret. Fais-tu partie de l'école de pensée qui dit que l'humain, c'est un peu comme le bon vin, qu'il s'améliore en vieillissant, ou toi, tu as de la difficulté avec ce terme-là? Et quel serait ton secret, justement, pour être actif et en grande forme comme tu l'es? Parce qu'à part quelques cheveux gris, tu es le même gars. Ben, je te remercie. Non, mais c'est vrai. Je te remercie. Très peu d'alcool, pas de tabac, OK. pas de drogue. Un peu de vin rouge. Un petit verre de vin rouge à l'occasion, assez rarement. Un verre de vin ou deux par deux semaines, par deux semaines, c'est très peu. Fait qu'il y a toutes sortes de choses, dont les substances. Toi, tu t'es libéré de ça. Oui. Parce que toi, c'était plus les substances que l'alcool à l'époque. Et tu t'es libéré de ça. Et c'est bien certain qu'en vieillissant, ben, c'est un vice de moins. Je marche entre 50 et 75 km par semaine. Oh, wow. Je me nourris en jeûne intermittent. Ouais. Donc, je mange pas après 8 heures, puis avant midi. Moi, ça me convient très bien. Tu joues au golf? Je joue au golf. Loin de moi l'idée de conseiller à qui que ce soit, quoi que ce soit. C'est juste des pistes exploratoires. Moi, j'ai exploré certaines affaires, puis ce volet-là semble bien m'aller. Mais tu es vraiment un artiste dans l'âme parce que tu es sculpteur, tu fais de la peinture et tu prends ça vraiment au sérieux. J'ai vu ton studio sur Facebook. C'est quelque chose, je pense, qui va prendre beaucoup de place en vieillissant. Tu as raison. Hein? C'est une après-carrière pour toi, si je devine bien. Oui, tout à fait. C'est déjà une carrière pour moi, au sens où j'aime beaucoup le métier de l'art contemporain qui n'a pas vraiment de loi physique ou de loi morale. Pas de cadre. Il n'y a pas de cadre. Donc moi, j'entre dans un atelier, tous les matériaux sont à ma disponibilité, toutes les idées sont exploitables. Donc, je m'en vais dans toutes sortes de directions, puis je me sens très, très libre, un peu comme quand j'avais 2 ans dans un carré de sable. Donc, c'est un belle très comparaison. grand luxe. Belle comparaison. Dans les anecdotes concernant les gens connus que tu as rencontrés, si on revient à ton époque Musique Plus, il y a vraiment de gros noms. Au Métropolis, tu as rencontré Brian May, le guitariste iconique du groupe Queen, Cyndi Lauper, à Hiroshima, Gene Simmons et Paul Stanley de Kiss. Je veux dire, c'est quelque chose. Ben, tu sais, au début, quand j'ai commencé à travailler à Musique Plus, tu sais, je suis passé vraiment de Chicoutimi DJ dans un bar à animateur télé à Musique Plus. Donc pour moi, c'était un décalage énorme.
Cela dit... Une belle période. Oui, très, très belle période. Mais cela dit, genre, à un moment donné, j'étais par exemple à côté de Bon Jovi, puis je me disais, OK, je suis vraiment à côté de Bon Jovi. Là. Moi, j'arrive d'Arvida, je suis à côté de Bon Jovi, donc qu'est-ce que le mystère dans tout ça? Puis le mystère est arrivé pour moi à comment dire, une équation assez simple, c'est-à-dire que le métier de groupe, de chanteur de groupe, comme par exemple Bon Jovi, ça donne à ce que les effets secondaires sont éventuellement peut-être la popularité, la célébrité, tout ça. Par contre, si... Mais Bon Jovi, c'est un gars stable avec la même épouse très, depuis très 30 ans, ce qui fait la différence. J'imagine. Notamment comme le plus vieux des Bee Gees, mais continue. J'imagine. Mais donc, le métier, par exemple, d'écrivaine n'aura pas... Comme Mélanie. Comme Mélanie, par exemple. Mais si tu es écrivaine, tu n'es pas appelé à avoir les mêmes effets secondaires publics que, mettons, Bon Jovi. Non, c'est bien dit. Si tu es avocat, c'est une autre affaire. Si tu es secrétaire, c'est une autre affaire. Un écrivain n'a pas habituellement un groupe de groupies qui l'attend à la fin du spectacle pour tenter le démon. Voilà. Ouais. Donc, une excellente travailleuse sociale, pour moi, Oui. a le même intérêt, suscite mon intérêt autant qu'un très grand chanteur ou une très grande artiste. Donc, c'est une illusion, comme tu m'as dit en pré-entrevue, tu vois que j'écoute, quand tu me disais que l'importance qu'on donne à une profession, ben, c'est une illusion. Je vais continuer avant la pause avec 2 questions brèves où tu me réponds par une phrase. Quel serait ton dicton de vie qui te représente bien, un adage, une façon d'aborder la vie en une phrase? J'aime la vie et je l'aborde avec beaucoup d'humilité. Tes années à Musique Plus, est-ce que ça représente la plus belle période de ta vie? Non. Non? OK. Bien heureux de te recevoir, mon cher Paul. Nous allons prendre une petite pause, ça ne sera pas tellement long, puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct du Rouge Steakhouse événement de Repentigny. C'est un restaurant magnifique et une ambiance magique qui vous attend ici sur place. Un service des plus complets et un menu varié exceptionnel avec de multiples choix. Un personnel des plus courtois. Je le répète à chaque semaine, c'est pas compliqué. Tout le monde a le sourire ici au Rouge Steakhouse, sans parler des spectacles pour tous les goûts et la terrasse avec une vue splendide sur le fleuve. Je vous rappelle que nous sommes situés au 364 Notre-Dame à Repentigny, le Rouge Steakhouse événement, un endroit qui ne laisse personne indifférent. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec un artiste aux multiples facettes, affichant un CV professionnel non seulement reluisant, mais intriguant, le sympathique Paul Sarrazin. Et quand on vous dit à chaque semaine qu'ici au Rouge Steakhouse, il y a des spectacles pour tous les goûts, c'est une spécialité justement de l'endroit. Ce ne sont pas seulement les repas succulents et délicieux qui vous attendent et l'ambiance magique. Vendredi dernier avait lieu la première du spectacle Hainaut chante Renaud. J'y étais. Et je peux vous dire que Sylvie Hainaut, c'est une chanteuse à la voix puissante et exceptionnelle. Elle a livré une prestation tout simplement électrisante. Beaucoup de présence sur scène, quel charisme, comme dirait l'autre, et une foule nombreuse également. À maintes fois, les gens ont bondi de leur siège pour applaudir, et ça, pour moi, ça veut tout dire. Sylvie Hainaut, c'est une chanteuse qui a présenté justement une prestation magistrale, un spectacle voué à un brillant avenir. Hainaut chante Renaud, donc, tous les succès multiples de Ginette Renaud livrés avec brio, une belle performance. Il y aura déjà une supplémentaire qui est à l'horaire pour le 3 novembre prochain. Donc, appelez, réservez au plus vite parce que ça va se vendre comme des petits pains chauds. Et dans 2 jours, vendredi, soit le 22 septembre, Queen Flash, qui est une revue musicale, un hommage à Queen. La musique et la représentation de ce groupe iconique est vraiment à s'y méprendre. Les succès sont nombreux. C'est un groupe, comme je vous le dis, iconique, qui mérite d'être souligné et c'est ce que fait avec perfection pratiquement l'hommage Queen Flash. C'est à voir et à entendre, un spectacle très relevé. Donc, le numéro de téléphone du Rouge Steakhouse événement dans le 450, c'est le 704-2252 et le site web pour se renseigner sur les différents spectacles pour les semaines à venir. C'est le Rouge Steakhouse événement. Ce n'est pas vraiment compliqué. Maintenant, je vous parle d'un domaine très en vogue ayant connu une progression fulgurante au cours des dernières années, soit le tatouage. Et quand le temps arrive de choisir un artiste tatoueur, le mot expérience inspire la confiance et c'est ce qui vous attend chez Tatouage Rockstar. Il est difficile de faire confiance et de trouver le parfait artiste tatoueur, comme vous le savez, et pour être reçu avec professionnalisme et gentillesse, et pour que vos désirs et vos tatouages soient réussis avec finesse, une seule bannière, soit Tatouage Rockstar. C'est situé à Repentigny, au 338 Notre-Dame. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 932-3090. Tatouage Rockstar pour la garantie d'un travail réussi. Mon cher Paul,
Mon cher Stevie. J'ai bien hâte d'entendre ta réponse à la prochaine question. Là où les différences entre Paul Sarrazin d'aujourd'hui et celui d'il y a 30 ans, est-ce qu'on peut dire, en sous-question, que tout est bien qui finit bien? Oui, tout est bien qui continue bien. Oui, parce que tu n'es pas fini. Au niveau moléculaire, je ne suis plus du tout le même homme que j'étais il y a 30 ans, parce qu'on a une restauration complète de notre organisme avec le temps. Je regarde le Paul qui avait 20 ans, 30 ans, ben, je le regarde comme un fils. Il était expérimentatif, comme tu le disais. Oui, j'ai expérimenté. Et j'ai eu la chance d'avoir des belles plateformes d'expérimentation. La télévision, c'est quand même un luxe. C'est un privilège. C'est un privilège. Oui. Donc, pour moi, ça venait avec une responsabilité. Je l'ai fait avec beaucoup, beaucoup de rigueur. Je dirais que la grande différence du Paul d'aujourd'hui, c'est que je ne suis plus dans la séduction, ni dans le fait d'avoir besoin de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Tu n'es plus séduisant? Je ne suis plus à la recherche d'affection. Okay, de l'approbation. Oui, voilà. C'est bien dit. Je vais te soumettre un adage. Je vais te citer Albert Camus. Je veux savoir qu'est-ce que tu en penses de ce que je vais te mentionner. Le bonheur est la plus grande des conquêtes, celle que l'on fait contre le destin qui nous est imposé. C'est très, très bien dit. Je trouvais que, comme dirait l'autre, ça fitait avec le genre d'interview que j'étais pour faire avec toi. J'ai dit, je vais lui citer ça. Je veux savoir qu'est-ce qu'il en pense. C'est très beau, parce que moi, ce que ça me dit, c'est que, bon, tout être humain, moi, j'ai un Stevie devant moi, j'ai une Mélanie devant moi, et je sais très bien que chacune des personnes a à affronter, en ce moment même, une multitude de défis. Et cette multitude de défis-là, elle est commune à l'être humain en général. Et si on arrive à se hisser au-delà de ce chemin de vie-là qui représente toutes sortes de défis et de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ben, rester positif et comprendre que la vie, c'est une formation continue. Tout à fait. De A à Z. Nous sommes philosophes cet après-midi. Le destin écrit à l'avance? Je pense parce que parfois, on dirait que c'est l'impression que ça nous donne. On a des choix. Je pense qu'on a un libre arbitre au niveau du choix, je pense. On a des choix qu'on peut faire. À partir de ces choix-là, il y a des choses qui sont écrites presque à l'avance. Moi, oui, peut-être en partie, selon nos inclinaisons, notre caractère, notre nature, notre essence. Peut-être une partie de ça. Le monde du show business, c'est un milieu qui peut être très intransigeant. Tu as vu plusieurs artistes qui, par manque de discipline et d'humilité, malgré tout le talent du monde, piquer du nez rapidement. Tu en as côtoyé plusieurs, hein? J'ai vu beaucoup de gens vivre des grands échecs et on nommait la vanité tantôt et je pense que je citais récemment Einstein qui disait qu'il n'a jamais compris le culte de la personnalité, c'est-à-dire que qui que ce soit en ce monde ne peut pas prétendre à grand-chose. On fait notre vie. Toujours une question d'image, on dirait. C'est toujours une question d'image. Puis en fait, c'est comment je gère mon essence au moment présent dans ma vie active. Tu sais. Je vais te poser une série de questions que j'appelle ici à l'émission les questions rafales, où tu me réponds par une réponse brève, un mot, un nom ou une phrase. Le monde de la télé, est-ce que, oui, il y a plus de choix aujourd'hui, mais est-ce que c'est changé pour le mieux? Non. Oh, tu me surprends. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même plus de choix. Oui. Ça ne veut pas dire qualité. Moi, je trouve que il y a vraiment une inondation de contenu vide. Ça, j'aime ce que bien tu dis. des égards. Et donc, le temps d'écran, comme en faisait part Mélanie, est un poison. Si on passe trop de temps devant l'écran, on devient... je pense qu'à travers tout ça, il y a un travail qui doit apporter sur soi à tous les jours. Filtrer. Oui, puis on doit faire un travail d'étude, ou en tout cas, moi, je me dois de faire un travail d'étude, un peu de lecture, entendre d'autres choses que moi-même. Se nourrir intellectuellement de choses puissantes et positives. Voilà. Paul, tu n'es plus consommateur de musique. Tu me disais, même tu en joues beaucoup, mais tu n'es plus consommateur de musique comme avant.
un peu parce que ce qui est offert sur le marché peut-être est redondant? Ben, je sais pas, c'est peut-être plus du fait que je passe beaucoup de temps dans mon atelier à sculpter, puis à peindre, puis à étudier, puis à façonner. Donc, moins de temps consacré. Voilà. Et quand j'ai du temps pour moi seul, assis ou étendu, je vais avoir tendance à écouter des gens qui ont plus de vécu ou d'intelligence que moi. On allait dire, il y en a plusieurs, mais c'est peut-être tout l'inverse, il n'y en a pas beaucoup. Non, il y en a plein. Il y en a plein. Paul, la question que je pose à tous les gens, tous les intervenants qui ont fait partie du milieu de la musique ou qui sont des observateurs du milieu, est-ce que la question, justement, que je dois te poser absolument, la musique était meilleure avant? Je dirais que le contexte est tellement différent que le comparatif est difficilement effectuable de façon saine. C'est-à-dire que à l'époque où moi j'avais 10 ans ou 5 ans, il sortait peut-être 1, 2, 3 albums par mois dans le monde entier. Là, aujourd'hui, il en sort peut-être 500 par semaine sur la planète musique. Ah, ça, c'est bien dit. Et donc, on ne peut pas vraiment comparer. C'est comme comparer Musique Plus avec YouTube, par exemple. Ouais. YouTube n'existait pas, Musique Plus était une plateforme intéressante. Maintenant que YouTube existe, Musique Plus n'a plus d'intérêt. Ouais. Donc, les époques sont difficilement comparables. La personne rencontrée dans ta carrière de VJ qui était la plus impressionnante pour une raison X? Brian May en a été un, par sa grande humilité. Et la personne la plus marquante, peut-être par sa gentillesse, ou sa carrure, ou son charisme? Cyndi Lauper a été extrêmement gentille. Des belles qualités humaines. Des très belles qualités humaines. Renaud a été très agréable. Richard Séguin a été très agréable. Marjo, tous les artistes québécois ont beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Nikki Sixx de Motley Crue. Oh, wow! J'ai beaucoup aimé Steven Tyler d'Aerosmith, qui était bien gentil. Mon Dieu, j'en ai oublié. La liste est longue parce que la plupart des gens qui sont au sommet font preuve de simplicité, de générosité, tandis que quand on retrouve des gens qui sont peut-être un petit peu plus compliqués, c'est souvent des wannabes. Puis la question, c'est wannabe quoi, tu sais? On voudrait être quoi? Et cette question-là n'aura jamais de réponse valable. On poursuit. Le plus exigeant en un mot dans la profession du doublage? Être ouvert et aiguisé. On a besoin de pratiquer pour être bon, finalement. Oui, moi je fais beaucoup de diction, je fais beaucoup de lecture à vue. Donc, ça serait ça l'aspect insoupçonné qui était la question suivante. C'est que tu as besoin de pratiquer. Et si tu ne pratiques pas, tu auras beau avoir la plus belle des voix, ça va être compliqué. Bien, si on fait l'analogie à hockey, puis qu'on prend, mettons, Connor Bedard, le jeune homme en ce moment là, qui va saccager la Ligue par son talent. Oh, j'aime ça. Il a une humilité extraordinaire. Il travaille énormément, beaucoup plus que la moyenne des gens. Son talent est très, très, très grand, mais c'est le travail qui va lui permettre d'exploiter ce Guy Lafleur, Mike Bossy, tous ces gens-là, ils étaient les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'il est, oui, le plus talentueux, mais également le plus travaillant. Et ça, c'est très, très important. Je vais poursuivre. Est-ce que tu as un patron qui te rencontre régulièrement pour faire une évaluation? Ou après 20 ans de métier, c'est let's go, on y va? Non, j'ai pas de patron. J'ai une multitude de collaborateurs, mais j'ai pas de patron. Je termine ça justement avec la question rafale là, en succession. Quel personnage historique tu aurais aimé rencontrer et pourquoi? John Lennon, pour son message. Son message, pour son talent, pour... Je sais pas, il me semble qu'on aurait pu avoir des bonnes jasettes. Ouais, je suis d'accord avec toi, moi aussi j'aurais bien aimé. Donc tu réponds à la prochaine question qui était le personnage du monde musical. La plus belle voix féminine de tous les temps, que ce soit une actrice ou une chanteuse, tu réponds quoi? Mon Dieu, c'est tellement... Il y en a tellement. Ben, une qui te passe par la tête que tu affectionnes tout particulièrement. Tu peux me répondre ta conjointe, qui va sûrement écouter. Ma conjointe a une très belle voix. Mais j'en doute pas. Je dirais comme voix chanteuse, je dois dire que j'ai toujours été très impressionné par Mme Houston. Ah ben oui, on la surnommait The Voice, c'est pas pour rien. Mais j'ai rencontré Mais Céline. en dernier, il n'avait plus de voix là, à cause de la cocaïne. Elle donnait des prestations, elle se faisait huer. Elle était trop brisée par la vie, ouais. Elle a trop souffert. J'ai rencontré Mme Dion et je dois dire que c'est tout un être humain.
Ton style musical au moment où on se parle, parce que c'est sûr que les goûts évoluent, au moment où on se parle, ton style musical favori serait jazz, blues? Soft rock? OK. Dis-moi une ou deux chansons favorites dans ton répertoire, si tu peux creuser, une ou deux chansons que tu as toujours appréciées. Imagine, je continue de de la transporter avec moi. OK. Puis Tes yeux noirs d'Indochine, que j'ai beaucoup adoré, beaucoup aimé. Très bonne réponse. J'aime beaucoup de choses. J'ai beaucoup aimé le vieux Coldplay, le vieux U2. Ouais. Je trouve que les groupes éventuellement peuvent se faner. Dans le cas de U2 puis de Coldplay, je trouve que ça s'est fané parce qu'il y en a eu trop après puis trop. Là, ça vient avec l'exploitation du produit, l'argent à faire parfois. Je poursuis. Qu'est-ce que certains musiciens génies ont que d'autres n'ont pas? Ça pourrait être la compréhension, la lecture de ce qui se passe autour, l'aspect vrai et pur, pas nécessairement le charisme de l'artiste, mais qu'est-ce que ces gens-là ont qui sont des génies musicaux? Moi, je dirais, tu sais, j'écris des chansons depuis maintenant plus de 30 ans et je ne me réclame d'aucune chanson, c'est-à-dire que je me considère comme un syntonisateur. Donc, je syntonise des ondes. Et je dirais que les plus grands artistes, pour moi, sont peut-être les plus grands syntonisateurs, sont peut-être ceux qui ont dont l'antenne est la mieux... J'aime beaucoup ta réponse. Il ne reste plus de temps, donc 3 ou 4 questions. Tu me réponds vraiment brièvement. Une cause, une question sociale qui te préoccupe. Ça peut être la possibilité d'un 3e conflit mondial, l'itinérance qui est grandissante, les échecs répétés du Canadien. Mais une question sociale qui te préoccupe plus qu'une autre serait... La jeunesse de nos jours avec... Manque de direction et d'exemple. En fait, le futur de l'humanité, pour moi, c'est clair. C'est presque un cliché de dire ça, mais les jeunes sont là, vont faire une nouvelle planète avec... Tu pourras répondre à ma prochaine, justement, qui concerne les jeunes. Ton conseil aux jeunes d'aujourd'hui qui peut-être se cherchent, ne trouvant pas leur voie. Tu leur dis quoi en une phrase? Je dirais qu'ils sont des créatures absolument phénoménales de l'univers, que déjà, un être humain, c'est un miracle. Pour moi, j'aime pas nécessairement le mot miracle, mais d'être une entité humaine, c'est formidable et on a un potentiel illimité. C'est juste de cultiver ce terrain-là qui est le soi. Très belle réponse. Ton plus beau souvenir de cette étape, cette branche de vie où tu œuvrais dans les médias, tu me dis quoi en quelques mots? Ton plus beau souvenir. Il doit y en avoir un qui sort du... les équipes avec les gens avec qui j'ai travaillé. Okay. Notre société actuelle est plus avancée et évoluée qu'en 1990 ou identique sous une autre forme? Elle est évoluée selon son époque. Moins, les relations humaines sont en danger à cause des machines. Mais je crois qu'il va y avoir un rebond. Et que... J'aime ton optimisme. Oui. Des films sur lesquels tu vas travailler prochainement qui pourraient peut-être... Oui, mais je n'ai pas le droit de le dire. Ah, OK. Je te remercie de ta présence à l'émission. C'est très apprécié. C'est bien certain que tu auras une influence positive, peut-être chez certains jeunes qui ont écouté l'émission. Et je te souhaite encore de nombreuses et belles années dans ton milieu. Et je te dis tout simplement à bientôt. Merci, Paul Sarrazin. Très gentil. Merci, Stevie. Merci. Maintenant, un sujet un peu plus sérieux. Vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris, si on parle de bébites, et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution à une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est plus de 35 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse et un service personnalisé. Donc, le numéro de téléphone pour une infestation, la solution, Rive-Nord Extermination, dans le 450, c'est le 582-67-06. Maintenant, je vous parle de 2 endroits spécialisés, chacun à leur façon dans le domaine de la mécanique et de son entretien, et qui proposent tous les deux un rendement des plus crédibles et reconnus. Tout d'abord, l'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service complet et exclusif à des prix compétitifs, un personnel accueillant et un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue.
et apprécié. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Fast Tuning, un service impeccable depuis plusieurs années. Également, autre exemple de compétence et de fiabilité, spécialisé cette fois en motoneige et en côte à côte, l'atelier La Shop hors-piste performance. Pour nous, chaque client est important. Pour l'entretien, réparation, la reprogrammation notamment d'ordinateurs et spécialisé en Polaris, pour la Shop performance, honnêteté et fiabilité sont nos priorités. Donc, une seule promesse, un travail compétent et bien fait et vous serez satisfait. L'atelier La Shop hors-piste performance, le numéro de téléphone dans le 514, c'est le 893-7044. C'est situé au 742 Notre-Dame à Saint-Sulpice. La Shop hors-piste performance vous offre toute sa compétence. Adressons-nous maintenant aux multiples célibataires de ce monde, puisque rencontrer peut être compliqué, mais il ne faut pas cesser d'espérer. Et afin de permettre une éventuelle rencontre pour une approche crédible, sécuritaire et sérieuse, pensez au site de rencontre Effet Tandem. Vous en avez assez d'être seul et vous aimeriez rencontrer, vous ne savez où aller pour y arriver. Pour une rencontre sérieuse et sécuritaire, pensez au site de rencontre Effet Tandem. C'est une approche innovatrice et différente et qui vous attend sur place. Bâtir un monde meilleur grâce à de bonnes relations, ça c'est bien certain, et la vie est bien meilleure à deux. Donc, Effet Tandem, pour ceux qui voudraient dire encore « je t'aime », Effet Tandem, s'unir et s'épanouir. Peu importe votre passé, ça c'est très important. Le numéro de téléphone, donc, pour une rencontre sérieuse et agréable dans le 514, c'est le 435-4094. Maintenant, autour de notre deuxième invité, nous passons à la chronique Croissance personnelle avec une auteure dont les preuves sont faites avec son bouquin Prisé du public, Allez, ose. Nous allons pour vous analyser donc une œuvre de Lise Bourbeau qui se passe de présentation comme auteur à succès. Le livre exploré sera les 5 blessures. Avec nous pour ce sujet qui assurément nous touche tous, notre chroniqueuse spécialisée en croissance personnelle, Mélanie Ruel. Bonjour Mélanie. Bonjour Stevie. Comment vas-tu? Ça va bien. Je suis bien heureux de te revoir, toi qui fais partie de façon régulière à l'émission. Avant de parler des 5 blessures et de certaines questions philosophiques dont nous allons traiter, toi et moi, j'ai une petite question. Je veux savoir qu'est-ce que tu penses de ce que je vais t'avancer comme idée. Parce que quand on parle de croissance personnelle, de philosophie de travail et d'optimisme, ça donne un sens à notre vie. Moi, j'aime bien dire aujourd'hui pour demain, semer pour récolter. Parce que tu peux faire quelque chose aujourd'hui dans un but, ça ne fonctionne pas, mais tu vas quand même semer. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est très vrai. Des fois, c'est pas de faire quelque chose pour à court terme, mais c'est de le faire pour demain. Pour demain, mais aussi pour évoluer. Tout ce qu'on fait nous amène quelque chose plus tard, en fait. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Bien, je vais poursuivre avec ma philosophie d'entrée de jeu. Un certain lâcher-prise concernant notamment nos vieilles conceptions, notre orgueil surtout, les préjugés multiples qui nous habitent. Bien, c'est une étape et un changement qui est incontournable. Mm-hmm. Le lâcher-prise, je pense que c'est une des clés les plus importantes en croissance personnelle. Oui. Et parfois, je pense qu'on ne le voit pas, qu'on est, exemple, dans l'orgueil. Qu'est-ce que tu penses de ça? Toi qui étais dans la timidité et qui est devenue une oratrice. Oui. C'est pas toujours facile de lâcher prise. Quand on est... c'est comme si on ne voit pas toute la forêt, on est collé. Effectivement, c'est quand on prend conscience de certaines choses, mais c'est là qu'on peut arriver à lâcher prise. Mais il faut en prendre conscience avant. Toi et moi, nous avons, comme d'habitude, philosophé en pré-entrevue et on s'est dit qu'on pourrait parler de ce qui correspond aux gens qui ont peut-être parfois une estime de soi qui n'est pas optimum et qui fait qu'on va s'attirer des gens, et j'ai aimé ton expression, les personnes énergivores. Je pense que les pensées entretenues envers soi-même définissent nos relations. Parce que c'est bien certain que si tu as une basse estime de toi, tu vas peut-être justement te retrouver dans des situations avec des gens indésirables. Et si tu veux développer là-dessus, vas-y Mélanie. Oui, bien en fait, je pense que je vais revenir à ça. Je vais faire un lien avant avec le livre de Lise, parce que ça va nous amener, ça va nous amener à ça justement. Donc, ce que Lise Bourbeau nous dit dans son livre, c'est qu'on a vécu dans notre enfance 5 grandes peurs, pas peurs. 5 blessures qui reviennent. Peur parce que parce que tu as peur des blessures. En tête, je sais pas.
Oui, 5 types de blessures. Oui. Donc, il y a la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Et pour cacher ces blessures-là, soit les cacher à nous-mêmes ou aux autres, on a... un masque qui correspond à chacune de ces blessures-là. On s'est créé un masque. Pour ce qui est de la trahison, c'est le masque du contrôlant. Donc, quelqu'un qui a été trahi va vouloir contrôler les personnes et les situations pour pas que ça arrive. Ce que j'aimerais mentionner aussi, les 5 blessures, là, rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice, ça fait, comme tu me le disais, un acronyme qui fait trahi. Oui, trahi. Et c'est vraiment spécial, mais poursuis. Oui. Donc, ensuite, on a le rejet. Le rejet. Le rejet, qui va utiliser le masque du fuyant. Donc, quelqu'un qui a vécu du rejet, veut pas s'exposer, rejeté, veut s'effacer, veut pas se faire dire non, en fait. Veut pas se faire, il y a mieux s'en passer. Donc, finalement, comme la personne, disons, qui a vécu successivement des difficultés en relation avec le sexe opposé, qui aime peut-être mieux s'en passer que de prendre une chance encore de manger une claque. D'avoir un nom, et c'est ça, exactement. Donc ça, c'est le fuyant. La blessure d'abandon, ça va être le masque du dépendant. Donc, la personne qui s'est sentie abandonnée va plus se positionner comme victime pour, en fait, attirer l'attention. C'est une façon d'attirer l'attention. Tu me fais réfléchir. Oui. J'ai pensé à quelque chose quand je préparais ça avec toi, les 5 blessures. Je me disais, quelqu'un qui vit un chagrin d'amour étant jeune, donc peu préparé à vivre ce qui est pratiquement normal dans une vie, et qui, disons, se fait tromper, il les vit les 5 en même temps. Parce qu'il se fait rejeter, il y a de l'abandon, il est trahi, il est humilié, et c'est injuste parfois de la façon que ça se fait parce qu'il l'apprend quand, par exemple, il trouve sa blonde ou son copain dans le lit. Fait que donc, c'est les 5 blessures d'une claque, parfois à 16, 17, 18 ans, pas facile. Je pense qu'on vit toutes ces blessures-là. Sauf que souvent, il va en avoir une ou deux qui vont être plus prenantes. Oui, c'est ça. Exact. Ouais. Là, on est rendu dans la trahison? Non, on est rendu dans l'humiliation. Oui. Donc, l'humiliation, ça va être le masque. Ça, c'est comme quand tu ris de moi. Oui. Je fais pas ça. OK. C'est le masque du masochiste. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que la personne qui a été... qui s'est fait humilier... Devient son bourreau, un bourreau? Non, le contraire. C'est que, sachant ce que ça fait, elle va tout faire pour ne pas blesser les autres. Fait qu'elle va prendre le blâme tout le temps au lieu de... Ouais. C'est bien, ça. Ouais. Ouais. Ben, c'est bien, pas vraiment. Mais c'est une, donc, c'est une belle comparaison. Elle va laisser faire ses besoins pour... Pourtant, j'ai lu ce livre jadis, et c'est vraiment, Lise Bourbeau, c'est très difficile à battre. Là, on est rendu avec l'injustice. L'injustice, donc ça va être le masque du rigide. Donc, quelqu'un qui va être beaucoup dans la perfection, qui va se justifier beaucoup, justifier ses actions, puis qui va toujours se contrôler pour ne pas faire d'erreur. J'ai pensé à toi, j'ai écrit ce que j'appelle un résumé dicton, et ça te concerne avec ce que tu as fait dans ton bouquin, qui est apprécié du public, puisque tes preuves sont faites. Tu as souffert, tu l'as écrit et tu l'as transmis. Oui. C'est ce que tu as fait avec ton livre. Oui, et c'est aussi un exutoire, parce que je pense que c'était une thérapie en même temps, n'est-ce pas? Ça n'a pas été fait dans ce but-là, mais c'est ce qui s'est passé, en fait. Moi, j'ai appris à me connaître, en fait, en écrivant ce livre-là. Puis je parle justement du livre des 5 blessures dans mon livre. Oui. Ça a été pour toi une source d'inspiration? Oui, parce que en fait, j'ai compris certaines choses. J'ai appris à me connaître. Moi, ma grande blessure, c'est le rejet. Et donc... le rejet dans une peine d'amour? Non, le rejet de mes pères, j'avais pas d'amis, je me sentais toujours isolée. À part des autres, isolée. Fait que quand j'ai lu ça, je me suis rendu compte que pourquoi j'avais agi aussi de cette façon-là, pourquoi je m'isolais, c'est parce que justement j'avais utilisé le masque du fuyant pour pas me faire rejeter, mais en fait c'est ce que ça attirait. Et donc c'est ce qui m'empêchait d'aller vers les gens. Puis je me suis rendu compte que c'était une réaction normale en fait
de la blessure que j'avais vécue. Ça, c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, pour les gens qui n'ont jamais vu ce bouquin-là, que je vous recommande, de Lise Bourbeau. As-tu un autre point que tu veux donner? Parce que j'ai fait un résumé de la carrière rapidement de Lise Bourbeau. Mais avant ça, je voudrais parler moi aussi des 5 blessures. J'ai écrit une phrase à côté de chaque phénomène. Le rejet, bien, tous allons le vivre. L'abandon, bien, c'est très difficile, spécialement quand tu es jeune. La trahison, bien, ça touche à plusieurs niveaux. Ça vient vraiment nous chercher. L'humiliation, bien ça, je pense qu'il y a différents degrés. Ça dépend de ta tolérance et surtout de ton orgueil, qui, soit dit en passant, est le pire péché capital. Et l'injustice, ça, même les animaux n'aiment pas ça. Prends 2 chats, disons que tu as 2 chats et il y en a un que tu donnes à manger plus que l'autre et tu vas le savoir assez vite. Et l'injustice, bien, c'est ce qui caractérise l'histoire de l'être humain. Nombre d'événements historiques ont été injustes. On n'a qu'à penser, exemple, un des événements les plus notoires du 20e siècle, l'assassinat de JFK. Ça a été une injustice et on ne saura vraiment jamais qui a fait ça. Et as-tu quelque chose que tu veux rajouter avant que je fasse un petit résumé de Lise Bourbeau, sa carrière? Ben, je te dirais, fais ton résumé. OK. Lise Bourbeau, ben, c'est une auteure, une femme qui a connu vraiment beaucoup de succès. C'est une femme épanouie, née le jour de la Saint-Valentin. Qui a 82 ans aujourd'hui, mais qui ne fait pas son âge du tout, évidemment, parce qu'elle est très proactive, elle est très positive. Des millions de livres vendus dans plusieurs langues, et je pense que c'est 6 millions jusqu'à présent, mais je ne suis pas certain de ce chiffre-là. Plusieurs œuvres marquantes, évidemment, Écoute ton cœur, Écoute ton corps plutôt, ça c'est un classique. Wow, je suis Dieu, tu l'es aussi, qui es-tu? Et la puissance de l'acceptation, pour ne nommer que ceux-ci. Dans le domaine des ventes, c'est dans ce domaine-là qu'elle travaillait. Elle a débuté en 1966. Elle a même gagné le titre de meilleure gérante régionale du Canada à l'époque. Et ses débuts, elle était curieuse de comprendre pourquoi la plupart des gens n'atteignaient pas leur plein potentiel. C'était sa motivation première. Elle a beaucoup observé durant ces années dans la vente les gens qui l'entouraient. Et en 1982, elle quitte son travail pour le début de ses ateliers. Son premier bouquin en 1987 qui est « Écoute ton corps ». Et le reste est passé à l'histoire. Et son enseignement se retrouve dans 28 pays différents. C'est un beau CV professionnel, ça, oui. Avec toute l'influence qu'elle a eue sur les gens, sur la planète, c'est vrai. Un peu comme toi un jour, peut-être, parce que tu en seras peut-être toi aussi à 5 ou 6 bouquins. Alléos 2, c'est pour quand? C'est dans ma tête, Mais t'es pas encore prête? Je ne peux pas le dire, oui. Mais ça s'en vient. T'en es bien certaine? As-tu un point avant la pause que tu voudrais nous livrer? Ben, tu parlais de Écoute ton corps et tout ça. Ce qui est intéressant aussi du livre de Lise, c'est que chaque blessure correspond à... dans le fond, on voit le corps de la personne reflète la blessure. Comme quelqu'un qui se promène les épaules rondes. Oui, mais par exemple, la blessure d'abandon, la personne va avoir un corps long et mince, va manquer de tonus, va avoir le dos courbé, des grands yeux tristes. Donc, c'est super intéressant. Bien sûr, il y a aussi notre vocabulaire qui transparaît. Il y a notre caractère, nos peurs, comment on s'alimente. Les maladies aussi qui sont reliées à certaines blessures. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est une certaine logique. Oui. On essaie de cacher, mais en fait, ça transparaît quand même dans notre être. Ma chère Mélanie, nous allons prendre une petite pause. Puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct du Rouge Steakhouse événement de Repentigny. C'est vraiment un club et un restaurant évidemment magnifique et une ambiance magique et qui vous attendent sur place. Nous sommes situés au 364 Notre-Dame et présentement nous sommes en compagnie d'une auteure et chroniqueuse spécialisée en optimisme et croissance personnelle, Mélanie Ruel. Maintenant, un sujet qui en stimule plusieurs avec le retour à une vie normale. Voyager peut être une expérience inoubliable, mais encore faut-il être conseillé par des gens fiables. Chez Belaro Voyage sans limite, vous constaterez toute une différence pour l'assurance d'une compétence. Beaucoup de choses ont changé dans le domaine des voyages et du tourisme, mais ce n'est pas une raison pour être servi sans garantie ou sans direction. Peu importe la destination, en croisière ou en avion, vous serez conseillé parfaitement pour un voyage rempli d'agréments. Donc, le numéro de téléphone à retenir afin de partir sans souci pour un voyage réussi dans le 514, c'est le 817-4845, voyage Belaro sans limite, parce que pour nous, un voyage réussi veut dire un client qui sourit. Et maintenant, vous êtes amateur de chasse
chasse et de pêche, l'endroit pour vous. C'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom, puisque beaucoup d'expériences vous attendent sur place. Ce très beau magasin existe déjà depuis un quart de siècle. Une bonne réputation, tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord quand on parle de chasse et de pêche. Et pour des conseils des batteries, je vous recommande d'aller voir François, un chic type qui est le propriétaire et gérant, toujours sur place. C'est situé au 303 Notre-Dame à Repentigny. Donc, Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Ah, moi, j'aime te poser, j'aime voir ta réponse à la prochaine question, ma chère Mélanie. Selon ton expérience, puisque la ligne est fine entre les deux termes, c'est quoi la différence entre être réservé et timidité? Et tu en parlais avec Paul avant l'émission. Oui, c'est quoi la ligne fine entre les deux? Comment distinguer ces deux termes? Quelqu'un de réservé n'aura quand même pas de difficulté à soit donner son opinion ou à répondre à des questions ou à parler. OK. Tandis que la timidité, on souffre de paralysie. Oui, on va s'empêcher de faire des choses parce qu'on a peur, justement. Ah, j'aime ça, ce que tu dis. Bien, j'ai une autre question, peut-être un peu dans le même sens. Ton conseil ultime à quelqu'un qui nous écoute, mais qui demeure coincé dans sa timidité un peu paralysante, malgré un âge qui avance? C'est d'oser, puis c'est pas facile d'oser, mais dans le fond, c'est de ne pas trop y penser. Dès qu'on a l'idée, oui. J'aimerais répondre à cette question-là, on lève la main, on répond. Okay. J'aimerais faire ça, on le fait. Il ne faut pas penser, parce que dès qu'on pense, c'est là qu'il y a les peurs en tête. Un peu comme un joueur de golf ou un joueur de hockey ou un joueur de baseball qui se met à trop réfléchir, son jeu devient moins fluide, c'est moins spontané. Est-ce qu'en croissance personnelle, je pense qu'il faut faire attention de ne pas passer de trop timide à trop présent, presque surconfiant. On connaît tous des gens qui sont dans justement la surconfiance, mais ce n'est qu'un front. Oui, mais en fait, une même blessure peut amener quelqu'un justement à se refermer et une autre à prendre trop de place, mais c'est la même peur, c'est le même manque de confiance qui est derrière. Je vais te citer justement quelqu'un que je voudrais faire une suggestion aux gens, le docteur Wayne W. Dyer, et je pense que ça c'est un des livres les plus intéressants, non seulement, mais puissants, Le pouvoir de l'intention. Et ce qui résume un peu ce qu'il dit dans cette œuvre, qui est quand même assez volumineuse, mais très intéressante, comme je le disais. Pensez abondance et non limite, et ne focalisez pas sur ce qui vous manque. Pensez à ce que vous voulez attirer dans votre vie et vous allez le manifester, parce que c'est ça. Dire, pense à ce qui s'en vient et c'est presque fait déjà, juste d'y penser. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. Hein? Oui, on attire ce sur quoi on met notre attention. Si on le met sur le manque, effectivement, c'est ce qui va nous arriver. On n'a qu'à penser que tout est possible. Exact. C'est vrai. Ça, c'est nouveau, ce que j'ai acheté dernièrement de John Huston. C'est très simple, c'est vraiment pas un gros bouquin. 50 façons de changer votre vie. Et ça se lit très bien. C'est un condensé, finalement, en croissance personnelle que je recommande aux gens. Est-ce que toi, tu avais apporté un livre? Moi, je suis en train de lire le livre de Christine Michaud, Choisir la joie et la légèreté. Puis, je trouve ça bien, mais... Ça rejoint tes cordes? Oui, beaucoup en ce moment, mais aussi avec ce qu'on va discuter, le prochain thème qui s'en vient, quelque chose qui devient lourd, qui prend beaucoup de place ou qui vient nous chercher notre énergie. Tu veux dire les personnes énergivores? Les personnes énergivores. Tu voudrais terminer avec ça? Oui, parce qu'il nous reste 5 minutes. Vas-y. C'est ça, c'est lourd, donc d'aller vers de la légèreté, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que tu nous dis sur ces gens, justement, qui entourent les personnes qui parfois ont une estime d'eux-mêmes un peu basse, mais qui, justement, se retrouvent avec des personnes, comme tu dis si bien, énergivores, qui viennent te saper, te siphonner? Bien, ce que ça m'a fait réaliser, moi, le livre de Lise, c'est que les personnes énergivores, en fait, c'est des personnes qui ont des blessures comme nous et qui portent des masques comme nous. Donc... ils souffrent. Oui, qui souffrent aussi. Des personnes, justement, qui viennent nous drainer notre énergie, nous vider. Mais ce que Lise dit aussi, c'est que dans la vie, il n'y a pas de coupable, mais il y a des personnes souffrantes. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que je pense qu'il ne faut pas voir les personnes énergivores comme des ennemis, mais plus
comme des personnes qui viennent nous aider peut-être à travailler sur nous-mêmes. Quand on comprend ça... Il s'agit de bien les analyser, les comprendre. Les comprendre, en fait, c'est ça, de les voir avec compassion. C'est dans ce temps-là que ça vient changer, modifier les situations et les gens, justement. Ça résume bien. Oui. As-tu un autre point que tu voudrais nous livrer là-dessus? Je voulais dire que souvent, les personnes sont des miroirs. Quand on attire les personnes énergivores, c'est peut-être pour une raison. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a travaillé derrière. Et je pense aussi qu'on attire les personnes qui correspondent à notre état d'âme. Pour guérir nos blessures. Okay. Et je pense qu'un indicatif, si on veut savoir si quelqu'un vient nous siphonner, c'est comment tu te sens sa présence. Et comment ça se passe quand tu raccroches le téléphone ou quand tu quittes après avoir passé 1 heure, 2 heures, 3 heures avec la personne. Si tu te sens lessivé, c'est un indicatif. Ou lors d'une première date, justement, on en parlait avec Isabelle, d'effet tandem. Si tu pars sous une drôle d'impression, il faut écouter cette petite voix qui ne ment jamais, le 3e œil, le 6e sens, appelez ça comme vous voulez. Mais l'émotion intérieure, comment on se sent, ça ne peut pas mentir. Bien, il s'agit de bien l'analyser. Oui, c'est important d'analyser ça. Ensuite, de comprendre que ces personnes-là ont quelque chose à travailler. Oui. On ne peut pas les changer non plus. Oui. On peut changer nous, mais on ne peut pas changer les autres. Oui. D'accepter ça. Parce que oui, il va y avoir des personnes qui vont être autour de nous. Puis, oui, c'est la vie. C'est la vie. Mais la chose importante, c'est de se respecter. Puis souvent, se respecter, ça peut vouloir dire de s'éloigner de certaines personnes. Des fois, c'est temporaire, parce que les personnes vont travailler sur elles, puis éventuellement, mais ça peut changer. Mais d'autres fois, non. Puis on n'a pas de contrôle là-dessus. Donc, se respecter, puis des fois, être capable de s'éloigner. Je te remercie, ma chère Mélanie. C'était toi. encore une belle chronique bien préparée. Des projets pour l'automne? Tu travailles sur quoi présentement? Je continue de travailler sur mon roman. Oui. Ça, c'est un défi pour toi? Oui, c'est un défi. C'est le premier roman. Ouais. Puis, c'est ça, un salon littéraire en novembre. Donc, j'aimerais avoir quelque chose à Future écrivaine et auteur de renom à l'émission. Oui. Moi, je suis certain parce que tu as beaucoup de talent et surtout l'intention est là. Tu es, comme je le dis en présentation, passionné de lettres. Je vais tout simplement te dire une bonne fin d'été et à bientôt. Merci Mélanie d'avoir été des nôtres. Merci Stevie. À la prochaine. Maintenant, vous êtes amateur et même maniaque de sport et particulièrement de hockey et de hobby de toutes sortes, pensez au groupe TW Prestige, spécialiste en cartes sportives et en cartes de hockey notamment, à la fine pointe du mémorabilia pour sportifs passionnés. Le groupe TW comprend TW Prestige et TW Sports Cards pour bien vous servir, plusieurs succursales au Québec, également des événements qui ne laissent personne indifférent pour des produits du présent ou du passé de qualité, spécialement de hockey et de hobby. Groupe TW Prestige, une entreprise de premier plan pour des achats rares et satisfaisants. À Le Gardeur, c'est situé au 423 boulevard Lacombe. TW Prestige, un groupe pour vous mener à la coupe. Un gros merci également à un partenaire de l'émission important, le Centre d'imagerie Pixel, que l'on surnomme et pour cause l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est pas tellement dur à trouver. C'est en face ici du Rouge Steakhouse événement, situé donc au 351 Notre-Dame, un service varié, très professionnel qui vous attend chez Pixel. Le numéro de téléphone de l'incontournable, donc le 450-654-9944. Merci à nos deux invités, Mélanie Ruel et Paul Sarrazin. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine.